aujourd'hui, au programme de Santé Plus, l'onchocercose, qui est la cécité des rivières, et notre invité est le professeur Serge Resnikoff. Serge Resnikoff, vous êtes expert international, consultant en santé publique mondiale, en ophtalmologie et en santé oculaire. Vous enseignez pas très loin d'ici, à Sydney, en Australie, à Paris, et vous êtes également président de l'Organisation pour la prévention de la cécité. Donc, vous êtes un homme qui travaille beaucoup. Parlez-nous maintenant de cette maladie, la cécité des rivières, qui, la plupart des victimes sont en Afrique subsaharienne, je crois 99%. Quelles sont les caractéristiques de cette terrible maladie? Alors, cette terrible maladie, effectivement, comme son nom l'indique, la cécité des rivières, l'onchocercose, est une maladie qui rend aveugle, mais qui a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle n'existe que là où existe le vecteur, c'est-à-dire la mouche qui transmet la maladie d'un malade à quelqu'un d'autre dans la communauté où tout cela se passe. Ces mouches ne se reproduisent que là où il y a de l'eau, qui a une certaine température, un certain taux d'oxygénation, donc des caractéristiques écologiques bien particulières. Et on retrouve ces caractéristiques bien particulières grosso modo, dans la ceinture intertropicale. Et c'est essentiellement, effectivement, en Afrique. Il y a aussi quelques cas au Yémen, et il y a aussi quelques foyers en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est effectivement une maladie essentiellement africaine. On considère qu'environ 18 millions de personnes vivent dans les endroits où elle sévit. Oui, alors je lis là dans une statistique, pardon Christine, dans une statistique de l'OMS que 220 millions de personnes au moins avaient, il y a 2-3 ans, besoin d'une chimioprévention de l'onchocercose. Oui, exactement. Alors, que se passe-t-il exactement? Quelles sont les caractéristiques de la maladie et de ses traitements? Alors, c'est une maladie parasitaire, c'est-à-dire que elle est caractérisée par l'existence dans le corps humain d'un ver que l'on appelle Onchocerca volvulus. Alors ce ver, il peut avoir deux formes. Il a une forme adulte, et en fait, c'est deux vers qui vivent ensemble, accouplés, un mâle, une femelle. Le mâle est tout petit, la femelle est très longue, elle peut faire jusqu'à 7 cm de longueur. Ils vivent pelotonnés, et la femelle accouche en permanence des microfilaires, des espèces de larves, et par milliers, et en permanence, et pendant une vingtaine d'années. Donc, ce sont essentiellement... Dans le corps humain. Dans le corps humain. Donc, il y a 10, 15, 20 couples de ces vers qui vivent sous la peau, et que l'on peut d'ailleurs apercevoir là où la peau est proche par exemple du gril costal, au niveau des crêtes iliaques, enfin là où il y a la distance entre la peau et l'os est faible. On peut voir comme des petites tuméfactions. Ça peut aussi se palper. Ces microfilaires qui sont donc produites par les vers adultes vont se répandre sous la peau, enfin à travers la peau, dans la peau, et entraîner des démangeaisons absolument terribles. Donc les gens passent leur vie en fait à se gratter, ce qui est déjà en soi terrible. Ça empêche de dormir, ça rend la vie très difficile. Mais la gravité essentielle, elle vient du fait que ces mêmes microfilaires pénètrent dans les yeux. Et en fait, la longévité des microfilaires est relativement limitée. Donc elles vont mourir, et en mourant, elles vont libérer des protéines qui les constituaient et qui sont considérées comme des antigènes, comme quelque chose d'agressif vis-à-vis de l'œil. Et donc il y a des cellules au niveau de l'œil, des mécanismes immunologiques qui vont entraîner en fait des lésions qui vont amener à la cécité. Dans certains villages, effectivement, seuls les enfants ne sont pas touchés par la cécité des rivières, parce que c'est un des symptômes de la maladie. Et il existe un traitement, et ce traitement, comment arrive-t-il jusqu'aux villages qui sont parfois reculés? Et comment font les villages pour s'organiser, pour donner accès à toutes les personnes qui en ont besoin de ce traitement? Alors effectivement, même si la maladie
se manifeste par ces complications à l'âge adulte, en fait, les enfants sont aussi infectés dès leur enfance, dès qu'ils sont piqués en fait, par la mouche. Et la gravité de la maladie vient du nombre de piqûres, du nombre de réinfestations, du passage du parasite d'une personne à l'autre. Donc ce sont effectivement les villages les plus petits où il y a le plus de concentration du parasite, proche des rivières. Et le médicament qui est efficace, qui s'appelle l'ivermectine, mectisant, c'est un antiparasitaire. C'est un antiparasitaire, en fait. Des animaux, d'ailleurs, même. Exactement, parce qu'il y a des onchocercoses animales, en fait, très répandues. Et on s'est rendu compte que, voilà, il y avait une espèce de ressemblance entre ces parasites, et donc le mectisant, l'ivermectine, est actif. Mais ce médicament est actif uniquement sur les vers adultes. Il ne les tue pas, mais il empêche la femelle de produire les microfilaires. Donc c'est une espèce de pilule, si j'ose dire, pour les vers adultes. Mais comme le ver adulte va vivre une vingtaine d'années, il faut traiter pendant une vingtaine d'années. On traite une fois par an. Ça suffit pour, en fait, paralyser le ver adulte pendant 1 an. Et donc, il faut amener le médicament une fois par an à tout le monde dans ces communautés-là. Au début, on a essayé de faire ça par des infirmiers qui circulaient, etc. Et en fait, on n'arrivait jamais à toucher tout le monde en même temps. Et donc on a pensé, mais pourquoi ne pas charger les communautés elles-mêmes à se traiter elles-mêmes? Et donc la façon dont ça se passe aujourd'hui, le village va désigner 1 ou 2 personnes. Ces personnes vont bénéficier d'une formation qui va être faite par des formateurs qui ont été eux-mêmes formés, et ainsi de suite, parce qu'il s'agit d'irriguer en quelque sorte des communautés sur des centaines de kilomètres qui sont très isolés. C'est ça qu'il faut bien imaginer. C'est, comme on dit, ce sont des villages qui sont au bout de la piste. C'est des petites communautés. Et donc, le médicament qui est donné gratuitement par le fabricant, par Merck, ensuite, il y a toute une chaîne logistique qu'il faut mettre en place, et donc aussi des formations, etc. Et c'est là où des ONG comme l'OPC interviennent pour faciliter ce passage entre un médicament qui est donné et en fait une distribution qui est faite localement par les villageois eux-mêmes. Et ça se passe très très bien. Les gens comprennent parfaitement ce qu'il y a à faire. Et alors, pardon, ce médicament, est-ce qu'il guérit ou est-ce qu'il prévient la poursuite de la maladie? Quel est son rôle? Il empêche la production de ces microfilaires qui sont la cause des complications. Donc tant que les gens sont traités, la maladie ne progresse pas. Mais elle est déjà là. Mais quoi. Si elle est déjà là, elle va rester là. Si elle n'est pas encore là, elle ne va pas pouvoir s'exprimer parce que même s'il y a des vers adultes qui se forment, ils ne vont pas pouvoir produire les microfilaires. Mais donc, si on arrête le traitement, la maladie reprend. Et justement, les doses de traitement ne sont pas les mêmes selon le poids. C'est un peu le problème. On n'a pas forcément de balance pour peser les enfants, les adultes. Donc comment font les responsables de la distribution du médicament pour savoir quelle dose administrer aux différentes personnes du village? Absolument. Peser tout le monde, ça serait assez lourd, compliqué, etc. Donc ce que l'on utilise, en fait, on utilise la relation qu'il y a entre le poids et la taille. Et on a donc calculé que pour un comprimé, ça correspondait à peu près à tant de centimètres, et ainsi de suite. Et donc les villageois, en fait, utilisent une toise, un bâton, en fait, qui est gradué, avec quatre graduations. Et la première graduation correspond à 1 comprimé, la deuxième à 2 comprimés, 3 comprimés, 4 comprimés. Et donc ça permet en fait d'aller assez vite et assez simplement. Et alors ces médicaments, donc d'une part, mais est-ce qu'on fait aussi quelque chose pour traiter, pour se débarrasser des mouches et les attaquer? En fait, historiquement, c'est comme ça qu'on a commencé. On n'avait pas de médicaments, ou il y avait des médicaments, mais qui étaient tellement, si j'ose dire, tellement efficaces qu'ils tuaient peut-être davantage les patients que les parasites, du fait de la libération massive des antigènes. Donc, au début, on utilisait en fait des insecticides qui étaient
projetées sur les rivières à partir d'avions ou d'hélicoptères. Alors c'était efficace, mais le coût est évidemment assez monstrueux. Et en plus, mettre des insecticides dans les rivières, c'était très contrôlé. Hein, je veux dire, c'était pas du DDT qu'on balançait comme ça. Mais quand même, enfin, je veux dire, à force, on peut se demander qu'est-ce que ça va faire sur la flore, la faune, etc. Donc, heureusement, le médicament est arrivé, et donc le traitement dit larvicide n'est pratiquement plus utilisé, sauf dans certains cas très particuliers. En fait, ce que l'on cherche maintenant à obtenir, c'est un médicament qui tuerait directement les adultes, ce qu'on appelle un macrofilaricide. Alors, il y a quelques pistes qui sont explorées, mais pour l'instant, on en est toujours à utiliser le microfilaricide. Vous qui êtes ophtalmologue, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est touché par la maladie et que c'est déjà trop tard, qu'on est aveugle? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou bien c'est la maladie irréversible Alors malheureusement, malheureusement, la plupart des complications oculaires sont irréversibles. Certaines vont régresser si on commence à traiter les personnes, mais malheureusement, la plupart des complications, en particulier celles qui attaquent la rétine et disons la partie postérieure de l'œil, c'est totalement irréversible. Alors par contre, même si on ne peut rien faire sur le plan médical, il y a des façons de faire pour améliorer la vie des personnes en termes de réhabilitation. C'est-à-dire qu'on peut apprendre aux gens à mieux utiliser, mieux mettre à profit l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc il y a ce qu'on appelle aussi des programmes de réhabilitation à base communautaire pour des gens qui sont déjà aveugles et à qui on ne peut pas malheureusement rendre la vue. Alors je vais citer quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé à propos de son programme de lutte contre la maladie. L'infection a été soignée chez 40 millions de personnes, dont 600 000 ont pu être sauvées de la cécité, et a permis de faire en sorte que 18 millions d'enfants naissent sans que pèse sur eux la menace de la maladie et de la cécité. Et en outre, 25 millions d'hectares de terres arables abandonnées ont été récupérés pour la production agricole et la construction de logements. Donc ça a l'air d'être un programme bien organisé. Alors c'est un programme bien organisé, mais et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que vraiment, il y a des quantités de villages où, à partir dans la population âgée de plus de 40 ans, il y avait plus de la moitié des gens qui étaient aveugles. C'était d'ailleurs essentiellement les hommes. Contrairement à d'autres maladies oculaires où c'est plutôt les femmes, dans le cas de l'onchocercose, c'est plutôt les hommes, parce que c'était plutôt eux qui étaient plus proches de la rivière, faire de l'agriculture ou de la pêche. Donc il y a un impact qui est colossal. Et d'ailleurs, les premiers financements qui ont été obtenus pour lutter contre la maladie provenaient de la Banque mondiale et étaient basés sur le fait que c'était un investissement pour le monde agricole. C'était pas par souci humanitaire que les gens perdent la vue, c'était de façon à ce que les terres en fait les plus fertiles puissent être cultivées. Le problème est qu'on sait que dans un certain nombre de pays qui sont les pays endémiques, il peut y avoir des problèmes de sécurité, de guerre civile, de guerre tout court, et quand ça se produit, eh bien tous les mécanismes qui ont été mis en place pour la distribution, eh bien s'arrêtent. Plus récemment, il y a eu une chute dans la couverture du fait de la Covid. Les ministères de la Santé ont demandé d'arrêter toute forme de programmes ou de campagnes qui font qu'on agrège quand même quelque part des gens. À cause des menaces terroristes. Et aussi à cause des menaces terroristes. Voilà. Et donc vous parliez tout à l'heure des missions de l'OPC, et donc avec d'autres organismes et évidemment les ministères de santé des différents pays. Concrètement, vous, comment vous faites pour justement changer les choses et lorsqu'il y a des soucis, comme on vient de le voir, après Covid, pour remettre en place toute cette organisation et permettre aux gens de ne pas devenir aveugles?
Alors, l'Organisation pour la prévention de la cécité, l'OPC, comme la plupart d'ailleurs des ONG qui travaillent dans ce domaine-là, la philosophie, c'est de faciliter les choses, c'est de permettre le développement local. Il ne s'agit pas d'avoir des gens de l'OPC qui vont former les villageois. Par contre, l'OPC va mettre en place l'infrastructure nécessaire, va amener les fonds qui sont nécessaires pour que ces formations puissent se faire, pour que le médicament puisse arriver, pour que le médicament puisse être distribué, et aussi pour que l'on recueille les données pour s'assurer que les choses se passent normalement. C'est aussi très important d'avoir un système de suivi, de monitoring, d'évaluation. Et donc, l'OPC a effectivement des partenaires sur place. Et tout ça, ça se passe sous la responsabilité du ministère de la Santé. Jamais nous n'allons faire quelque chose qui ne corresponde pas à la politique de santé du pays, qui est d'ailleurs elle-même généralement très proche ou complètement déterminée par les recommandations de l'OMS. Donc on est là dans un domaine, si j'ose dire, où il n'y a pas vraiment de problème, disons, sur le choix de la stratégie. On sait comment faire. Il faut faire. Alors, des fois, c'est très compliqué à faire parce que c'est des populations qui sont isolées, parce qu'il y a des problèmes de terrorisme, et ainsi de suite. Et là, juste pour compléter ma question, c'était après Covid, l'après-Covid, comment ça s'est passé? Est-ce que la situation est redevenue normale actuellement? Alors, en Afrique, je dirais comme partout ailleurs, on est passé par des phases différentes. Il y a eu une première phase qui était quasiment une phase de paralysie totale, puisque l'OMS, encore une fois, a dit attention, ce genre d'activité peut favoriser la transmission de la maladie, hein, puisqu'on amène des gens qui viennent d'un endroit A, qui vont dans un endroit B, et qui vont passer d'un endroit B aux endroits C, D et E, et donc c'est vraiment un schéma, un scénario pour la transmission d'une maladie contagieuse comme la Covid. Ensuite, on s'est rendu compte que finalement, le virus apparemment ne circulait pas trop, pour des raisons qu'on ne s'explique toujours pas très bien. Enfin, il y a plusieurs hypothèses, mais peu importe, on s'est rendu compte que finalement, c'était probablement, on avait poussé le curseur un peu trop loin. Et ensuite, en fait, la décision qui a été prise, c'est de dire, c'est à chaque pays d'analyser la situation et de voir comment faire. Et donc ensuite, il y a eu un certain nombre de critères qui ont été mis en place, critères de précaution d'une part, et critères de ce que l'on savait de la circulation du virus. Et donc, progressivement, les activités ont commencé à reprendre. Alors, ça n'a pas repris de la même façon partout, à la même vitesse, et puis c'est toujours pareil, à partir du moment où on arrête de faire quelque chose, le redémarrage est toujours un peu plus compliqué. D'autant plus que quand on est dans une zone onchocercienne, l'onchocercose n'est pas le seul problème de santé qui peut exister. Il y a les vaccinations, il y a d'autres traitements, et ainsi de suite. Et l'OPC, par exemple, comme toutes les autres organisations qui travaillent dans ce domaine-là, on est aussi très conscient du fait que même pour nous, ça paraît des choses prioritaires, il faut qu'on soit complètement intégré dans ce qui se passe par ailleurs. On n'est pas là pour désorganiser les choses. On est là, au contraire, pour essayer de combiner. D'ailleurs, même si l'OPC s'intéresse quasiment exclusivement au problème milieu, on intervient aussi dans d'autres programmes de santé. Et alors, vous avez une concurrence qui vient d'une autre filière parasitaire qui est l'OA-LOA. Absolument. Alors ça complique encore les choses. Ça complique beaucoup les choses. Alors heureusement, la LOA n'existe pas partout où l'onchocercose existe. La LOA existe plutôt dans les pays, disons, proches du Cameroun, ou du Nigeria, etc. Mais là, effectivement, ça complique les choses parce que l'ivermectine, le mectisant agit aussi sur l'aloase. Et pour des patients qui sont très fortement parasités par l'aloase, ça peut entraîner aussi des complications au moment du traitement. Donc voilà, ça suppose de bien savoir ce que l'on fait. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans l'histoire de l'onchocercose, c'est que ça a été une des premières maladies à bénéficier d'une cartographie très précise. C'est-à-dire que on a très rapidement cherché à savoir où se trouvaient les populations à risque.
Déjà à l'époque coloniale, vous voulez dire? Non, ça c'est quand même plus récent. Ça remonte, disons, aux années 70, au début des années 70, au milieu des années 70. Et ça à l'époque, c'était dans une zone très limitée, c'était que quelques pays. C'était ce qu'on appelait le programme OCP, le programme de contrôle de l'onchocercose. Et ensuite, ça a été étendu. Et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on a commencé à faire la cartographie, on s'est rendu compte que des pays qu'on l'on considérait comme non affectés par l'onchocercose, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés affectées. Et donc, le nombre de personnes traitées pendant quelques années n'a cessé d'augmenter, tout simplement parce que la cartographie progressait. Et pour surveiller, je sais que vous êtes médecin et que vous n'êtes pas... pour surveiller cette maladie, comment on fait enfin, je veux dire, on regarde enfin, l'itinéraire de la mouche. Comment on fait pour regarder exactement où sont les foyers d'infection et de contamination? C'est effectivement pas une affaire médicale, mais elle est extrêmement liée. Et c'est l'affaire des entomologistes, des entomologistes médicaux. Donc, souvent, ce sont aussi des médecins. Effectivement, savoir ce qui se passe avec la mouche et chez la mouche est absolument essentiel. D'ailleurs, on prélève, on attrape des mouches et on les dissèque pour voir si elles ont des microfilaires dans les glandes salivaires. Voilà, il y a toute une problématique entomologique, effectivement, savoir sur quelle distance elles voyagent, selon la sous-variété de la mouche. Elle transmet par exemple un parasite qui est plus ou moins dangereux pour les yeux. Par exemple, ce qui se passe en Amérique latine, il y a quelques foyers, comme on l'a vu tout à l'heure, en Amérique latine, il y a moins de complications oculaires. Il y a aussi un peu moins de complications oculaires dans la région équatoriale par rapport aux régions dites de savane. Et tout ça, c'est une affaire de mouches. Et où se fait la recherche principalement sur les nouveaux médicaments ou le développement des médicaments? Alors, il y a un réseau qui est piloté par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce réseau fait intervenir des centres de recherche. En France, par exemple, l'IRD. Et puis, il y a d'autres endroits dans le monde, en particulier au Royaume-Uni, que ce soit à Londres ou à Liverpool, aux États-Unis, à Atlanta, etc. Il y a des gens qui travaillent dessus. L'industrie pharmaceutique a aussi un intérêt. Il y a des raisons d'être optimiste? Bien sûr, totalement. Je pense qu'il y a aussi des leçons à apprendre. Et je pense qu'une des leçons à apprendre, c'est que il y a les communautés, les patients eux-mêmes, la population elle-même représente une ressource considérable. Et je veux dire, à la limite, plus on est loin des hôpitaux, etc., plus les communautés peuvent jouer un rôle important. La société civile, que ce soit sur place ou ici, c'est quand même les associations, les ONG, etc., qui ont permis de faire le lien entre un médicament qui est donné par l'industrie et les populations. L'industrie ne fait pas toujours que des choses bien, mais elle fait aussi parfois des choses très bien. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est important de garder présent à l'esprit. Voilà, donc, et puis, il y a la recherche qui se fait en permanence. Et même si on n'a pas encore trouvé, je suis persuadé qu'on va trouver. D'ailleurs, on est assez proche. Il y a des essais cliniques qui sont quand même très encourageants. Et ça se passe comment, les essais cliniques, justement? Je suppose que c'est chez les personnes qui sont affectées. Bien sûr. Et je veux dire, aujourd'hui, les essais cliniques qui se font dans les pays endémiques se font exactement avec les mêmes standards que ce qui se fait ici. Je veux dire, le fait de dire, bon, alors, on va essayer comme ça, non, ça n'existe plus. Et je veux dire, on est dans un monde où ça ne peut même pas exister, ça ne peut plus exister. Et lorsqu'on est touriste dans ces pays, est-ce qu'on risque de l'attraper? Non. La réponse est clairement non, parce qu'il faut des années de piqûres, de repiqûres, dans un endroit où le parasite circule. Ceci étant dit, j'ai le souvenir très précis d'avoir diagnostiqué une onchocercose à Brest,
chez quelqu'un qui s'est avéré être un professeur de médecine tropicale, qui avait passé toute sa vie dans ces zones-là. Donc voilà, et je veux dire, parmi les enseignements que je fais, que ce soit ici ou ailleurs, voilà, j'attire l'attention sur le fait que même dans les pays du Nord, on peut avoir des patients avec ce genre de pathologie. Mais pour un touriste, non. Merci, professeur Serge Resnikoff. Vous êtes effectivement président de l'Organisation pour la prévention de la cécité, mais pas que. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Santé Plus. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce genre de maladie.